Lundi 2 juin, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait en Espagne et on débute maintenant avec la journée de samedi. Accueillons maintenant, comme à tous les lundis, notre collaborateur qui est aussi l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment vas-tu? Monsieur Simon, ça va super bien et toi? Ben, je vais super bien. Écoute, un beau week-end de course en Espagne. C'est un peu, je vais pas dire un peu comme Monaco, mais c'est le genre de circuit où on sait pas toujours à quoi s'attendre le dimanche. Finalement, ça n'a Mhm. pas déçu. Je te dirais que ça n'a pas déçu jusqu'à la fin. Ça nous a donné pas mal de contenu. Ça a rajouté pas mal de travail. On en avait déjà parce que c'était un Grand Prix assez stratégique. Puis, disons que les derniers 5 minutes de l'épreuve ont fait en sorte qu'on a probablement le double de contenu pour la journée de Ouais. dimanche. Mais c'est aussi un circuit qui est très intéressant pour les qualifications. Donc, la journée de samedi n'a pas déçu. Fait que dans un instant, on va se lancer là-dedans ensemble. Mais dans l'ensemble, ton week-end de course, comment as-tu apprécié ça? C'est sûr que Barcelone, c'est un circuit que j'affectionne pas tant que ça. C'est pas un circuit, c'est pas mon circuit préféré. C'est un circuit, par contre, qui est quand même difficile pour les pilotes parce qu'il fait souvent chaud à Mhm. Barcelone. Donc, c'est un circuit qui est exigeant là, pour les pilotes pendant toute la durée de l'épreuve, là, avec des bonnes chaleurs. Les pilotes perdent beaucoup d'eau, on sue beaucoup. Donc, c'est un circuit qui peut être intéressant, mais en même temps qui nous a donné par le passé des courses assez ennuyeuses. Donc, on peut rester sur notre appétit, mais parfois, on peut être agréablement surpris. On peut perdre jusqu'à 6 livres lors du Grand Oui, Prix d'Espagne exact. pour les pilotes. C'est quand même beaucoup. C'est un bon effort physique, là. Essayez d'aller perdre de 6 livres en moins de 2 heures, là, puis vous nous rappellerez si vous avez réussi à accomplir ça, parce que c'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement. Puis essayez d'avoir recours à des professionnels de la santé. C'est pas des bons conseils que je vous donne aujourd'hui d'essayer ça comme ça, sans être encadré. Mais c'est ça, c'est pas évident sur le corps, c'est pas évident pour les pilotes, c'est pas évident pour les écuries, c'est pas évident pour les voitures et toute cette mécanique-là. Les pneus aussi, c'est des casse-têtes. C'est pas pour rien que Pirelli avait emmené les gommes les plus dures avec les C1, C2, C3. Mais comme tu dis, c'est un circuit qui est dur de dépasser malgré les modifications dans les dernières années. Je dirais que c'est mieux, mais on partait tellement de loin que on n'a pas réussi à tout régler non plus. Sauf que c'était peut-être la dernière fois. Puis c'est un circuit qui est quand même pour les puristes, là, c'est un circuit qu'on pourrait avoir un certain attachement parce que Barcelone, pour la F1, il y a eu de nombreuses années où ce que les essais étaient faits là aussi. Sauf que malgré ça, on fait pas juste s'attacher au décor, on s'attache aussi aux résultats. Puis c'est vrai que malgré que c'est un circuit qui est quand même un circuit d'époque, là, même si c'est au début des années 90, mais pour nous, c'est le début de la F1 pour nous, de qu'on l'a connu. Le Grand Prix d'Espagne est là depuis toujours pour pour nous autres, mais dans le fond, c'est un circuit quand même que c'est ça, il y a eu des épreuves où que c'était pas toujours le fun, des week-ends où on aurait pu s'en passer, puis d'autres comme en 2016 où ce que tu as un gros revirement en commençant, puis ça crée beaucoup d'action jusqu'à la fin. Donc on sait jamais à quoi s'attendre. Puis aujourd'hui, ben ça a été, ça a pas déçu, je dirais, dans l'ensemble. C'est sûr, c'est toujours malheureux quand il arrive des situations comme à la fin, on va en parler, mais ça fait partie du spectacle. C'est de la F1, ça arrive, fait qu'on va traiter le sujet tantôt. Un petit rappel pour les auditeurs. On en a parlé, mais brièvement. C'est vraiment concret. Fait que je voulais l'annoncer. Tu vas faire partie de ça, toi aussi. François Goulet va être avec nous, bien sûr, un autre de nos collaborateurs. On va faire un épisode spécial lors de la semaine du Grand Prix du Canada qui arrive à grands pas. Donc, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine que ça sera publié. C'est une émission, tu sais, lorsque la F1 est ici, je trouve que c'est une bonne façon de célébrer le sport, c'est une bonne façon d'en parler. Mais quoi de mieux que célébrer la F1 au Canada en parlant de Jacques Villeneuve? Jacques Villeneuve qui nous a donné à nous, à notre pays, le seul championnat du monde dans cette série-là, dans cette division-là. Donc, je trouvais que c'était une belle façon d'en parler. Puis la meilleure façon de décrire l'histoire ou de on va pas la raconter au complet, mais d'ouvrir une discussion là-dessus, de ramener des faits, comment on a vécu ça de différentes époques, que ce soit avec François, que ce soit avec toi, mais aussi avec Simon Bachan,
Simon Bachand, qui est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Donc, tu seras là, Kevin. Es-tu excité aussi d'avoir cet épisode-là spécial là, pour nos auditeurs qui va être disponible dans la semaine du Grand Prix du Canada? Ben oui, c'est sûr que c'est super intéressant de voir un ouvrage aussi détaillé avec beaucoup de détails comme le fait M. Bachand. Là, c'est vraiment une belle lecture à faire pour les amateurs de Formule 1. Donc, si vous avez la chance de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est vraiment un très bon livre. On retourne dans le passé avec un duel, comme tu as dit, Martin, qui a marqué une génération, surtout ici, là, au Québec, et même dans le monde entier. Ça a quand même été un gros duel là, tout au long de l'année. Donc, très, très hâte de faire la connaissance de M. Bachand avec nous lors de cet épisode-là. Bien sûr, ça va être le fun de l'avoir avec nous. Comme je te dis, on ne pouvait pas faire un épisode spécial sur Jacques sans avoir. Je dirais que c'est le spécialiste pour raconter cette histoire-là avec l'ouvrage qu'il a fait. Il a fait ses preuves lorsque on prend le temps de lire tous les l'effort qui a été mis là-dedans. Puis c'est ça, il va être avec nous. Ça va être le fun. On va pouvoir discuter de comment on a vécu ça, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça va donner le goût aux gens de replonger là-dedans parce que c'est vraiment tout. C'est tout un accomplissement que Jacques a fait. Qu'on aime l'individu ou pas, ça c'est, tu sais, il est polarisant, Jacques, bien sûr, sauf que d'avoir été couronné champion dans une discipline aussi serrée, où la compétition est tellement relevée, mais de l'avoir fait comme un icône du sport en Michael Schumacher, c'est tout un accomplissement. Donc, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Simon est certainement d'accord avec nous là-dessus qu'on n'en parle pas assez. C'est pas pour rien qu'il a passé des heures et des heures à créer cet ouvrage-là et à la publier. Donc, on va faire, disons, je pense que on va faire quelque chose d'assez intéressant. Puis ça va être très plaisant de se prêter à cet exercice-là, de retourner un peu à lorsque j'avais à peine 10 ans et que j'ai débuté à regarder la F1. Donc, très nostalgique de retourner là-dedans. Mhm. Bien, bien hâte de me prêter à ça. Il y a des personnes qui sont là pour nous permettre d'offrir du contenu gratuit à nos auditeurs. Eh bien, c'est nos commanditaires. Donc, si vous permettez de rappeler, de vous rappeler que du côté de Descœurs Incorporé, une entreprise québécoise, sont des spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour la conception, pour en créer une au complet, là, de A à Z, ou que ce soit pour vous vendre des pièces pour l'embellir ou de rendre plus sécuritaire. Vous pouvez aussi acheter du matériel. Leurs experts se déplacent de Laval à Tremblant, donc faites affaire avec Descœurs Incorporé pour un service humain et sur mesure. Et pour faire affaire avec des vrais experts aussi, lorsque vous voulez rendre votre cour encore plus belle, tailler les haies, couper les arbres, que ce soit du côté esthétique ou sécuritaire, vous pouvez faire affaire avec les experts de Label Haie, plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc, il n'y a pas de défi trop grand ou trop gros pour eux. Leurs experts vont vous trouver des solutions, donc n'hésitez pas à communiquer avec Label Haie. Que ce soit pour Descœurs Incorporé ou pour la Belle, si vous avez besoin de leurs coordonnées, vous pouvez communiquer en tout temps avec le F1 Podcast. Ça va me faire plaisir de vous donner les bonnes coordonnées pour que vous puissiez parler avec les bons experts. Kevin Fontaine, Grand Prix d'Espagne qui commençait bien sûr vendredi avec des séances d'essais libres. C'est pas un week-end sprint. Ensuite, on a eu les qualifications. On a eu un bon spectacle. On a eu, disons que toute la semaine, il y a quelque chose qui tournait aux alentours des ailerons. Beaucoup ont fait des conclusions après la journée de samedi, sauf que c'est pas samedi nécessairement qu'on attendait des plus grosses différences. C'est sûr qu'on regardait quand même d'un œil attentif, d'un coup que ça aurait sauté aux yeux qu'il y aurait eu quelque chose, sauf que c'est plus en course. En qualification, on n'a rien décelé d'anormal. C'est comme à l'habitude, c'est les McLaren qui semblaient plus dominantes dès la journée de vendredi. Ça s'est concrétisé lors du samedi. On a aussi appris la nouvelle au cours du week-end qu'eux avaient déjà procédé aux modifications de leur aileron avant, donc pour la rendre moins flexible, du moins respecter les nouvelles tolérances qui ont été rabaissées de 5 mm. Donc à ce moment-là, le fait que ça avait été fait à Émilie-Romagne, moi, je suis retourné une couple de semaines en arrière, aller voir ce qui s'était produit là-bas. Et puis, tu te rappelles que les McLaren avaient été dominantes en essai libre, avait aussi été compétitive en qualification. Et c'est vraiment la journée de dimanche qui avait eu un impact à travers les ailerons. C'est là qu'on avait eu le dépassement de Max Verstappen au départ. Et par la suite, on avait décelé que les McLaren n'étaient pas capables nécessairement de retourner chercher Red Bull. On avait peut-être perdu un petit quelque chose. À ce moment-là, il y avait eu des rumeurs que c'était une modification au niveau du système d'aération des freins qui sert à mieux gérer la température dans le train arrière de la McLaren. On avait dit ici au F1 Podcast qu'on croyait pas à ça. Sinon, normalement, la FIA
FIA aurait soit donné un communiqué ou certains dirigeants d'écurie auraient probablement vendu la nouvelle en disant ah là que maintenant ils sont conformes, on va être capable de compétitionner. Fait que là, on reposait simplement sur les ailerons. Samedi, on tire pas de conclusion là-dessus, mais lorsque je regarde ce qui s'était produit à Émilie-Romagne, je suis pas surpris de voir quand même Oscar Piastri aller chercher la pole position et de voir Lando Norris en deuxième. De ton côté, est-ce que tu t'attendais à un gros changement de la hiérarchie en qualification? T'attendais-tu de voir les McLaren souffrir plus ou avoir à travailler plus fort pour être capable de signer un doublé comme ça? Pour être bien honnête avec toi, je ne m'attendais pas à grand-chose. En fait, je m'attendais encore à ce que McLaren soit devant, que ça soit peut-être un petit peu plus serré à l'arrière de McLaren, qu'on ait une compétition encore peut-être un petit peu plus serrée. Déjà, on va se dire que c'est déjà assez serré, Mhm. mais de voir Martin, de voir Oscar Piastri et Lando Norris se positionner en première ligne pour une première fois depuis 1998, un doublé McLaren en qualification, ça fait un sacré bail. Je suis pas étonné. Honnêtement, je suis pas étonné et ça a été une séance dominée par Oscar Piastri et lui qui semblait à l'aise depuis les débuts des séances d'essai pour une quatrième pole, Oscar Piastri. Tout en, très en forme tout au long du week-end, qui a gagné en confiance sur la piste dès les essais libres 2 et par la suite, il a signé le meilleur chrono en essais libres 3, Q1, Q2 et Q3. Donc, un pilote qui se devait d'aller chercher la position de tête pour faire remonter un peu la déception, si je peux dire, de Monaco, parce que Norris était devant lui tout le week-end passé. Donc, Piastri attaquait fort. Il voulait montrer qu'il fallait pas le compter pour battu. Donc, bravo à lui pour cette superbe pole position. C'est aussi la 170e pole pour McLaren. Donc, c'est quand même un très gros chiffre. Ils sont quand même encore assez loin de Ferrari à ce chapitre-là. Mais c'est une belle statistique pour l'écurie de Walking. Une statistique qui en dit beaucoup aussi sur la saison, tu disais que tu n'étais pas surpris nécessairement de les voir là, mais de voir la plus grosse marge en séance de qualification depuis Mhm, le début de la saison. Disons qu'on s'attendait pas à ça, mais de voir, c'est pas mal le meilleur résultat que McLaren pouvait espérer. Autant mhm, qu'on a les projecteurs rivés sur nous, tout le monde s'attend à voir si nos performances vont décliner un petit peu ou vont tu sais, s'évaporer un peu avec ce changement de la réglementation technique-là. Finalement, on arrive, puis Oscar Piastri signe une pole de 2 dixièmes, ce mhm. qui est assez incroyable aussi et révélateur de dire que on est rendu c'est quoi, le 10e Grand Prix de la saison? Neuvième, Neuvième si je me manche, trompe pas. excuse-moi, je suis déjà rendu au Non, c'est Canada, correct. ouais. C'est ça, le Canada va être le 10e, donc on vient de Oui. terminer le 9e de la saison, et Ouais. puis c'est 2 dixièmes l'écart, le plus gros écart d'une pole. Tu sais, ça en dit long sur la parité qu'on a présentement en F1. Donc, ça encore là, le tour d'Oscar Piastri était un sans faute, et lorsque tu réussis à battre ton coéquipier par 2 dixièmes dans une saison aussi paritaire, une saison aussi serrée, c'est très révélateur aussi sur la qualité du tour que Piastri a fait. Du côté de Norris, moi, j'ai vu des erreurs mentales lors de ce tour-là. Je suis pas le seul à Mhm. l'avoir noté. Ouais. J'ai entendu plusieurs experts aller dans ce sens-là aussi, du fait que, notamment Nico Rosberg qui mentionnait, c'est vraiment au niveau mental parce qu'il avait l'air de un peu comme à Émilie Romagne, hein. C'est drôle, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, je t'avais dit que lorsque tu voyais Lando Norris dans sa dernière tentative, j'étais capable de te le dire avant que ça soit terminé, que sans regarder les temps en bas, juste son allure sur la piste, que son temps allait pas être compétitif, puis que ça Mhm. serait pas une pole position. D'après moi, il sera même pas dans le top 3, puis c'est ce qui était arrivé. J'ai trouvé que Lando Norris avait l'air de surconduire la voiture lors Mhm. de sa dernière essai, à l'image de ce qu'on avait vu à Émilie-Romagne. As-tu eu la même perception, toi, que ça semblait mental, il a voulu en faire trop, puis finalement, il s'est tiré dans le pied? Écoute, d'après moi, Norris est encore sur l'expression, sur le high de Monaco, Mhm. sur sa victoire. Euh, il a, il a entamé un très bon premier secteur dans son dernier tour de qualification. Ça, pour ça, c'était bon. Par la suite, c'est là où ça s'est gâté, c'est dans le deuxième secteur. C'est là où il en a perdu. Et par la suite, Piastri a réussi à remettre les pendules à l'heure et placer sa McLaren en pole position. Pour Norris, on savait, ou du moins on se doutait que ça allait être un duel là, ici à Barcelone. Mais c'est ça, ça jouait au chat et à la souris entre les deux pilotes. Finalement, c'est ça. Le deuxième secteur, Norris, n'était pas optimal. Ça lui a joué un tour parce qu'il a dû rattraper le retard dans le troisième. Et Piastri, ben, lui, il en demandait pas tant pour aller chercher la première place pour deuxième. Donc, Norris,
c'est sûr, c'est correct deuxième. C'est ce qu'on attendait du côté de McLaren. Il n'aurait pas fallu, par contre, qu'on se fasse damer le pion par Verstappen parce que sinon, je crois qu'on n'aurait pas été on n'aurait vraiment pas été content du côté de McLaren de se faire prendre la deuxième place. Mais j'ai été surpris avec la qualité du tour que Lando Norris nous a offert, qui avait quand même Mhm, encore un dixième en poche sur la mhm. Red Bull de Verstappen. Ça montrait quand même la Ouais. compétitivité de cette MCL 39-là encore, à comparer de la RB31, RB31. C'est sûr que RB31, RB21 plutôt. Mais je suis rendu loin, je suis dans le futur, moi. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que lorsqu'on regarde les écarts et qu'on voit le tour, la compétition qu'il a réussi à faire, on dit il avait quand même encore un dixième en poche. C'est sûr qu'il y avait énormément de chaleur au cours du week-end, tu le disais en Espagne. C'est un circuit qui est très chaud et normalement, les McLaren répondent bien. Je pense que ça aussi, ça a eu un impact sur ces tours de qualification-là de la part de l'équipe Orange Papaye. Verstappen, lui, c'est pas mal irréprochable. J'ai de la misère à croire, du moins. On n'a pas un coéquipier qui peut nous faire dire le contraire chez Red Bull, que Max Verstappen n'a pas soutiré le meilleur de sa RB21, que troisième, c'était pas mal l'élastique le plus étiré. En plus, c'est un circuit où ce Mhm. qu'il maîtrise bien, c'est un circuit que le pilote peut faire la différence avec des virages rapides comme il les aime. Troisième place pour Max Verstappen, pour moi, c'est le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Sinon, c'était pas, ça reposait pas sur lui. Il aurait fallu qu'un pilote McLaren commette une plus grosse erreur pour que Max puisse percer, là, être à l'avant sur la grille, là. Oui, effectivement. Et il faut mentionner aussi, Martin, Verstappen et Russell, le même chrono. Mhm. Le même chrono, c'est Comme à juste que Verstappen Montréal. l'a signé. Oui, Il effectivement. y a un an, Donc, ouais. encore un fait assez anodin entre les deux. Donc, Verstappen, lui, joue le top 3 dans toutes les sortes de qualifications. Donc, c'est son rang pour le moment. Troisième derrière le duo orange. Pas hyper loin de Norris. Bon, on va dire oui, un dixième. Mais plus près du Britannique que Norris de son coéquipier. Donc, pour ça, c'est déjà ça pour Verstappen. Encore une très bonne séance de sa part. J'ai envie de dire, Martin, attention au départ car on en a un long avant le premier virage. Et on a vu par le passé des bons départs derrière la première ligne s'afficher en tête au premier virage. Russell l'a fait l'année passée. Alonso, en 2011, il a réussi à coiffer les deux Red Bull au premier virage. Et je remonte encore plus loin, ça je m'en souviendrai toujours, Arnaud Trulli en 2004, Oui. d'une fusée Mhm. avec sa Renault, une vraie fusée. Donc j'ai envie de dire, si l'impulsion de Verstappen est parfaite à l'extinction des rouges, ça peut être intéressant pour la suite. Donc, ça mettait un beau duel en place. Puis c'était Oui. aussi la première fois qu'on avait Piastri, Norris, un à côté de l'autre au départ depuis le Grand Prix d'Australie, le premier de la saison. On a beau dire que la compétition est à l'interne chez les Orange Papayes, sauf que on l'a pas eu, ce doublé-là, là, de les voir vraiment avoir un vis-à-vis, un face-à-face entre les deux sur la grille de départ. Donc, je trouvais ça intéressant quand même de surveiller ça lors du Grand Prix de dimanche. Quatre pour George Russell qui se relève d'une déception à Monaco, déception pour l'écurie au grand complet chez Mercedes. Ça n'a pas été facile. On a eu des ennuis du côté moteur. Russell n'avait pas pu terminer son temps de qualification. Il arrive en... À certains moments, on se demandait si c'est pas lui qui allait être devant Verstappen. Finalement, Mhm. Max est allé. Dans le fond, la seule raison qu'il était devant, c'est parce qu'il a fait son tour avant, passer le fil d'arrivée, parce que comme tu l'expliquais, ils ont eu le même chrono pour la deuxième fois en tout près d'un an, là, parce que c'était quasiment un an jour pour jour au Grand Prix du Canada, Ouais. où les deux avaient signé la pole position de façon égale. Finalement, ça avait été à l'inverse. C'est Russell, cette fois-ci, qui avait passé le fil d'arrivée avant le Néerlandais, donc il avait eu la pole position. Cette fois-ci, c'était pour une troisième place, mais quand même assez inusité que les deux ont encore fait un chrono identique dans deux voitures différentes. Lewis Hamilton, cinquième, qui réussit à surqualifier son coéquipier Charles Leclerc. Il y a eu un compromis stratégique du côté de Leclerc. On a Mhm. décidé de se garder des trains de pneus. Je pense que ça a été une bonne décision. Mhm. C'est sûr qu'on sait le résultat de dimanche, mais il faut quand même le souligner lorsque Ferrari fait quelque chose et on pense d'avance. On les critique souvent de dire de ne pas voir peut-être un peu plus loin que le bout de leur nez. Des fois, ça leur joue des tours, mais de déjà penser à la course qu'un train de gomme tendre pouvait être stratégique pour le Grand Prix de dimanche. Du côté d'Hamilton, bien, peut-être qu'il se sentait moins à l'aise d'avoir du rattrapage à faire au cours de la course. Aurais-tu aimé Hamilton prendre le même pari que Leclerc, surtout quand tu sais que le septuple champion du monde a eu tant de succès sur ce circuit-là à Barcelone, Catalogne, de voir qu'il Mhm. n'était pas prêt à le faire? Est-ce que ça va un peu dans la lignée qu'on voit depuis le début de la saison, qu'il y a, il y a un manque de confiance envers sa voiture, mais peut-être aussi envers ses moyens?
Oui, je suis surpris dans une certaine mesure. Est-ce qu'on voulait faire un jeu différent du côté de Ferrari? Probablement oui. Hamilton qui est toujours quand même assez fort là, en Espagne, c'est un circuit qui a eu beaucoup de succès. Cinquième, ben déjà, juste partir de devancer Leclerc en qualification, c'est déjà bon pour Oui. le moral d'Hamilton parce que c'est pas facile pour le vétéran là, depuis le début de la saison. Donc, c'est une petite victoire, c'est un baume pour Hamilton. Il va le prendre. Je dirais peut-être qu'importe la façon, si Leclerc n'a pas réalisé un dernier tour en Q3, justement parce qu'il n'y avait pas un autre train de pneus tendre. Donc, voilà, c'est délicat pour Hamilton, mais au moins, il va se dire, je suis devant mon coéquipier coûte que coûte. Donc, on va le prendre de ce côté-là. Le pari, quand tu le regardes, tu te dis Ouais. Hamilton est cinquième. Leclerc, admettons, il aurait fait quoi? Il aurait été quatrième ou sixième peut-être avec sa. Donc, On aurait, ouais. On aurait pu avoir un doublé ou avoir les deux pilotes là, côte à côte, je suis pas mal sûr. Ouais. c'est ça. Fait que moi, ça me dit que Charles a sacrifié une place pour un Mhm. train de pneus neuf le dimanche. Du Ouais. moins, samedi, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, ah, ça lui a coûté peut-être juste une place, mais il va y avoir des pneus Mhm. neufs demain. Ça pourrait quand même être un bon pari. Je trouverais ça intéressant que, je sais pas, là, tu sais, je donne le crédit à Ferrari, ou je sais pas de où ça vient. J'imagine qu'il y a eu une consultation avec Charles. Mais moi, de ce que j'ai entendu, c'est que Charles a accepté la stratégie. Mon interprétation quand j'entends ça, c'est que c'est Ferrari qui a proposé. Sinon, on aurait été à l'inverse. On aurait dit Charles l'a proposé et Ferrari a accepté. Donc, Mhm. j'imagine que c'était l'idée de Ferrari. Donc, c'est pour ça que je leur donne le crédit. Antonelli, sixième. Euh, J'ai le goût de dire il en avait grandement besoin, même si c'est pas vraiment vrai, là. Il connaît une très, très bonne saison. C'est un bon départ pour lui. C'est pratiquement irréprochable. On peut pas y reprocher grand-chose. Ça reste une recrue. Ça reste un gars Mhm. qui a maintenant 9 grands prix d'expérience en F1 et ça ne paraît pas, là. Lorsqu'on le regarde autant se comporter avec les journalistes que dans sa voiture, on dirait que c'est un gars qui est là depuis au moins 2, 3 ans, à l'image d'un peu un Oscar Piastri il y a quelques saisons lorsqu'il a fait Mhm. ses débuts. Il semble dans son élément puis il semble être à sa place, là. Disons que pas trop dépaysé d'être dans la compétition, d'être avec les meilleurs pilotes au monde sur la grille à tous les week-ends de course. Antonelli fait sixième. La raison pourquoi je te dis qu'il en avait peut-être grandement besoin, c'est que ça n'a pas été si facile que ça dans les derniers week-ends. Mhm. Donc, tu peux toujours remonter le moral un peu avec une belle position comme ça. Il sépare les Ferrari d'une certaine façon aussi. Oui, donc moi je suis content de voir Antonelli de réussir ça parce que ça a pas été facile à Monaco. On sait qu'il y a eu un accident, il y a eu une collision avec le rail. Donc c'est Mhm. sûr pour la confiance d'un aussi jeune pilote, même si c'est sûr qu'on le regarde, et on se dit ah Antonelli il est là. On dirait qu'il est là comme tu dis depuis 2, 3 ans et tout, mais Oui. c'est important pour un jeune pilote de pas se laisser atteindre par des événements comme ça. Ça a été compliqué à Monaco, à Imola, devant ses partisans, il a dû abandonner. Donc là, ça fait 2 courses que ça va pas bien. Donc là, sixième, ça redonne espoir au pilote Mercedes. Donc ça là-dessus, il va le prendre. Et il faut pas oublier qu'il est très jeune, hein, Antonelli. Donc pour le développement du pilote, ben, c'est bon pour la confiance, là, pour réussir à soutirer un bon résultat pour le dimanche. Écoute, Kevin, chaque saison sont différentes en F1, là. Tu vas être d'accord Mhm. avec moi. Mhm. Que des fois, faire des comparaisons avec le système de points d'une saison à une autre, je trouve que c'est pas nécessairement ce qui rend le plus justice. Je me rappelle que à son année recrue, Piastri avait eu aux alentours de 90 points ou 91 points à peu près. Puis tu regardes 97, si ma mémoire est bonne. 97, regarde déjà quasiment très près du 100 points. Ouais, exact, Là, ouais. puis lorsqu'on regarde Antonelli, tu as 48 points après Mhm. 9 Grands Prix. Donc, je fais pas une comparaison nécessairement avec Piastri, point Mhm. pour point, mais tu dis, c'est dur de demander plus pour un pilote, même si on évalue Ouais. les situations, comme tu dis, frapper le rail à Monaco, OK, ça fait partie de l'apprentissage, mais le système tu sais, on voit qu'il y a quand même une certaine constance. Tu regardes, oui, George Russell est à 111, mais je sais pas pour toi, si on s'était dit Mhm. au début de la saison que rendu après 9 Grands Prix, Antonelli aurait pratiquement 50 points d'accumulé, malgré que tu l'avais nommé comme recrue de l'année, t'aurais-tu attendu à des si bons résultats, à le voir septième au classement? Euh, je te dirais qu'avec la qualité de la monoplace dont il dispose, le talent dont il a, parce qu'il faut reconnaître que c'est un jeune pilote extrêmement talentueux, c'est un Un pilote qui a une prodige, tête sur oui. les épaules. Oui, c'est ça, effectivement. Euh, Moi, je m'attendais à minima à un top 8.
OK. Je m'attendais minimum à un top 8. Et moi, comme je dis, d'ici la fin de la saison, je classe Antonelli dans le top 8 des pilotes. Donc, déjà qu'il est là, c'est très bon. C'est très bon. C'est de l'apprentissage. On prend ça une course à la fois. Il y a des circuits plus tard dans la saison qui va arriver, qu'il va découvrir parce qu'il a jamais roulé, comme par exemple à Montréal. Il n'a jamais été à Montréal, Antonelli, Mhm. donc ça va être une découverte pour lui, là. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de circuits qu'il a pas vu, qu'il n'a pas mis les pieds, que ce soit en Formule 2 ou dans les catégories inférieures. Donc, moi, je suis confiant que pour la suite de la saison, on peut avoir encore des belles performances de la part de ce jeune homme-là. Moi, je suis surpris que l'élément fatigue n'est pas encore rentré. C'est Mhm. pour un gars qui a sa charpente est pas très grande. C'est Ouais. sûr qu'on l'a très bien préparé du côté de Mercedes. Le documentaire Netflix nous l'a très bien démontré à quel point que on a été proactif dans son cas et on l'a préparé pour vraiment être prêt à répondre aux demandes de l'emploi, mais quand même le faire dans les gymnases, le faire en salle, le faire de la simulation, tout ça, c'est pas comme le faire en vrai, juste le Mhm. voyagement autant. Et là, il n'y a pas une série où ce que c'est autant demandant que la F1. Donc, de le voir quand même être capable de composer avec tout ça puis de continuer à être compétitif en piste, pour moi, ça, c'est le côté qui m'impressionne le plus de lui depuis le début de la saison. On l'a dit, Antonelli Leclerc, lui, a fait le compromis. Ensuite, Pierre Gasly, huitième. Réussit toujours, Pierre, à trouver une façon, malgré le déficit du groupe motopropulseur fourni par Renault pour l'écurie Alpine. C'était le 70e anniversaire de la marque Alpine. Réussit à se glisser dans le top 10. Content de le voir là, Pierre Gasly. Mhm. Il fait bien. Je trouve que c'est ça. Il montre qu'il est capable de faire la différence à bord de la voiture. Je pense qu'il faut donner du crédit à Alpine qui réussit quand même à livrer un très bon châssis, une voiture qui est capable d'être compétitive et on se demande toujours si on pouvait avoir une bonne motorisation, ce qu'on pourrait faire, ce que Pierre Gasly avec qui il pourrait compétitionner s'il avait moindrement un peu plus de puissance qui vient du Mhm. côté du groupe motopropulseur. Oui, effectivement, Gasly, c'est un pilote qu'on sait normalement s'il y a pas de problème, si il est capable de tout mettre, tu sais, tout mettre de bout à bout. Pierre Oui. Gasly, c'est un pilote qu'on sait même avec une Alpine, c'est un top 10. C'est un pilote qui est capable d'aller se hisser dans le top 10. Il l'a fait à de nombreuses reprises. On peut compter sur lui en qualification. Il sait être rapide. C'est le pilote numéro un de chez Alpine. Là, c'est inévitable. Donc, pour ça, encore une fois, bravo à Pierre. On attend beaucoup de lui, c'est sûr et certain. Colapinto est encore un jeune pilote et tout. Et donc, on a besoin des retours, on a besoin des compétences et du talent de Gasly pour réussir à bien performer du côté d'Alpine. Et encore une fois, il nous prouve qu'en qualification, ben, c'est ça un très bon domaine de la part de Pierre Gasly. Un qui est le numéro un de son écurie, sans aucun doute, depuis le début de la saison. C'est un autre qui est très jeune, qui nous impressionne, c'est Isaac Hadjar. Il Mhm. nous habitue à être sixième, mais là, il faut que je tourne ma feuille de côté pour voir le 6 à côté. Là, parce que d'habitude, lui, c'est le numéro 6. Il s'enligne toujours vers la sixième position. Là, autant dans les essais, les qualifications, il semble aimer ce chiffre-là. Mais là, il est neuvième. Encore là, c'est un accomplissement. Très belle performance d'Isaac Hadjar qui semble impossible à déstabiliser. Il trouve toujours la façon d'être rapide. Euh, Ça lui prend pas beaucoup de temps à trouver son momentum dans un week-end. Ça, c'est une très belle qualité pour un jeune pilote comme lui. Il va être dans la même situation qu'Antonelli dans 2 semaines à Montréal. Il ne connaît pas le circuit, donc ça sera intéressant de l'évaluer, mais aussi de prendre ça en perspective lorsqu'on va regarder ses résultats. Mais quand même, une belle performance. J'ai envie de dire aussi une belle performance de la part de Racing Bulls qui vraiment en train de tourner la saison de côté, arrive de plus en plus régulièrement dans le top 10. Je trouve ça intéressant de les voir là. Au début de la saison, lorsqu'on avait regardé la pré-saison, qu'on avait tiré des analyses de tout ça, je trouvais que la voiture était stable, que ça montrait une belle courbe d'évolution, là. C'était une voiture qui valait la peine de développer. On avait quelque chose de bon entre les mains et ça semble être là vers où on s'en va. Lors de la journée de vendredi, on avait fait des évaluations où on fait des projections grâce à notre commanditaire Label A. On prédit qui va faire la coupure ou qui plutôt la fera pas. Du côté suite à des discussions avec François Goulet, on est allé dans le fait que moi, je trouvais que Williams ne devrait probablement pas faire la coupure, mais j'étais un peu plus optimiste. Je me disais non seulement les Williams ne feront pas la coupure, mais probablement que les deux Racing Bulls vont passer. Donc, je dirais, je peux nous donner peut-être la note, va être sévère. Je vais nous donner juste 50% parce que les deux
Williams n'ont pas passé. On a eu raison à cet égard-là, mais il y en a fallu de peu, là. On a manqué Mhm. de près Lawson, lui qui était 13e, mais quand même, ça a passé très, très près de garder notre note parfaite. Là, on était peut-être été un peu trop osé en allant avec deux prédictions, mais les Williams n'ont pas fait le top 10. Ça, c'est peut-être une petite déception, mais c'était prévisible lorsqu'on les voyait dans les essais libres. Ça semblait vraiment instable de leur côté. Donc, Adjar ben, a réussi là, à mettre au moins une Racing Bulls dans le top 10. Alonso, 10e, tirer le maximum de sa voiture, lui, il le fait souvent. C'est aussi le seul pilote, lui et Max Verstappen, qui n'ont jamais été battus par leur coéquipier en qualification depuis le début Mhm. de la saison. Donc, il Ouais. conserve sa fiche parfaite. Même chose pour Verstappen, bien sûr. Donc, Alonso a tiré le meilleur de sa voiture. J'étais content de le voir là. Il célébrait même. Ça fait drôle de voir quelqu'un célébrer lorsqu'il fait juste le top 10. Mais on est rendu là chez Aston Martin. Ça va pas très bien au classement des constructeurs. Donc, un top 10, ça peut paraître pour un bel accomplissement. Il ne s'attendait sûrement pas à ça, mais devant ses partisans, il était bien heureux. 10e pour Alonso, 11e pour Albon. On le disait, c'était pas nécessairement facile pour Williams. Je pense que c'est le maximum qu'Albon pouvait tirer de cette voiture-là. Ça en a fait du plus pour qu'il passe au top 10. Finalement, il n'a pas réussi. Mhm. Bortoletto, meilleure qualification en carrière avec cette... non, c'était pas la meilleure qualification. Je pense qu'il en avait déjà eu une, mais 12e quand même, c'est un très, très beau résultat de sa part. Stack, Kickstarter a apporté des améliorations pour le week-end. Semble avoir une différence en performance. Ça semble être le cas samedi. Du moins, tout ce qu'on apporte d'amélioration lorsqu'on est dernier au classement, beaucoup de respect pour ça. J'aime mieux voir ça qu'une écurie qui décide de tout simplement accepter son sort et ne pas développer la voiture au cours de la saison. Et là, on voit juste l'écart se creuser et ça vient décourageant non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les amateurs à la maison qui regardent un Grand Prix et qui voient deux voitures qui ont pas d'affaires là, qui sont tout simplement larguées au début du week-end. 13e pour Lawson, 14e pour Stroll. On est arrivé au sujet de la journée qui a retenu toute l'attention samedi. Lance Stroll fait sa qualification. Après ça, on reçoit une note comme quoi il aura rendez-vous avec les commissaires puisqu'il ne s'est pas présenté à la pesée comme il aurait dû le faire, n'a pas respecté la procédure des directeurs de course. Il y a eu une question, je pense, de peut-être avoir pris un breuvage ou quoi que ce soit, mais de ne pas se présenter. C'est qu'il était probablement en douleur, du moins c'est ce qu'on a Mhm. compris avec un communiqué qui est sorti en fin de journée à l'heure de l'Espagne, à l'heure du souper au Québec, qui mentionnait que Lance Stroll, depuis 6 semaines, a des problèmes avec ses poignets ou ses mains, ou ce qu'il avait eu son opération lors de la saison, avant que la saison 2023 débute. 2024 de mémoire. C'est 2024 ou c'est 2024? C'est l'année dernière, hein, ces problèmes avec les poignets. Non, c'est 2023. 2023, ouais. Ça fait déjà 2 ans que ça revient. C'est incroyable, hein? C'est ça. Fait qu'il faut croire que c'est le métier à longue, l'usure ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui arrive. On n'a pas eu une notion là, qu'il est arrivé un accident encore en vélo ou quoi que ce soit. Ben c'est ça, c'est revenu. Donc, ça faisait 6 semaines qu'il y avait ce problème-là. Puis là, on apprend qu'il ne pourra pas participer au Grand Prix du week-end, puis qu'il y aurait probablement une autre intervention chirurgicale qui pourrait être prévue Mhm. au cours des prochaines semaines. On dit la priorité sera l'intervention, puis après ça, sa récupération. Moi, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il sera probablement pas là au Grand Prix du Canada. Il reste Mhm. encore 2 semaines. Il avait un peu déjoué les pronostics la première fois. Il était revenu très rapidement. On s'attendait à ce qu'il manque le début de la saison. Finalement, il était revenu. J'ai l'impression qu'on ne refera pas la même erreur du côté des médecins d'Aston Martin, qu'on va prendre plus notre temps pour être sûr d'avoir une bonne guérison, là. Tu vois-tu ça Ouais. comme ça, toi, ou tu penses encore qu'il y a des possibilités qu'il soit dans la voiture au Canada? Écoute, ça va toujours dépendre de la guérison, de comment l'intervention chirurgicale va se faire. C'est sûr qu'on va souhaiter un prompt rétablissement à Lance Stroll. C'est sûr qu'on aimerait ça le voir au circuit Gilles Villeneuve à Montréal, mais c'est sûr qu'il faut quand même prendre le temps de guérir les blessures parce que, veut pas, Martin, on sait quand on conduit une voiture de Formule 1 avec la maniabilité du volant, parfois quand on a des pertes de contrôle, faut être vif, là. On va avoir Oui. des poignets assez, faut avoir des poignets assez solides. Et là, faut se dire que Lance Stroll doit faire très attention parce que ça peut rapidement se dégrader. Donc, j'espère qu'on ne fera pas la même erreur comme tu as mentionné, pas le faire revenir trop rapidement. Il y a d'autres pilotes qui vont pouvoir le remplacer, être là au besoin. C'est sûr que c'est dommage pour lui s'il vient à manquer son Grand Prix national, mais pour l'état de santé du pilote, c'est sûr on va prioriser le tout pour que Stroll soit dans la meilleure condition possible.
répondre à une question qui est revenue à plusieurs reprises suite à cette annonce-là. Article 32.2a mentionne qu'on doit qualifier la voiture pour participer au Grand Prix. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu Filipe Drugovich qui était présent sur place. Là. Il était là en Espagne, donc il aurait pu embarquer dans la voiture, mais le règlement article 32, l'article 32.2a dit le contraire, qu'il n'aurait pas pu embarquer dans la voiture. Donc, c'était pour répondre à une question qui revenait beaucoup. Les candidats pour le remplacer, Stroll, bien sûr, Drogovic, pour moi, est le numéro un, il mérite sa chance, mais il y a quand même Mhm. Valtteri Bottas, qui est un pilote Mercedes, qui est disponible pour remplacer chez Aston Martin. Il y a Stoffel Van Dorn aussi qui est là. Et il y a même Jack Crawford, tu nous en parlais la semaine dernière. Très peu de possibilités qu'on voit Van Dorn ou Crawford, là. Ou même Ouais, c'est ça. Bottas, d'après moi, en tout cas, je serais outré de ne pas voir Dragovic dans la voiture, puis j'ai l'impression que les partisans brésiliens le seraient aussi, Ouais. comprennent pas cette opportunité-là pour la donner aux jeunes Brésiliens. Si Ben, tu te permets, il a mérite sa oui, chance. Il ben a oui, il mérite sa mérite chance. certain. C'est un champion d'F2 Ouais. qui fait de la simulation puis des vidéos TikTok depuis ce temps-là. Là. Mhm. Il fait rien d'autre à cause qu'on l'utilise pas vraiment. Si tu te permets, je vais passer vite le Ben oui. reste. Berman a fait c'est ça, une 15e position, Hülkenberg 16e, Ocon 17e, 18e Sainz, 19e Franco Colapinto. Et quand Colapinto n'est pas dernier, c'est ainsi ou qu'il n'a pas fait de collision, on se pose un peu de questions, qu'est-ce qui se passe avec Franco? Qui aurait pu faire pire que lui? Eh bien, c'est Yuki Tsunoda dans une Red Bull qui termine 20e la séance de qualification. Tu l'as qualifié de catastrophique comme étant sa Mhm. performance. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Les seules choses que je pouvais voir, c'est qu'il y a eu un moment où on a endommagé le plancher, puis rendu à la journée du Grand Prix, ben, on a changé la suspension. Je me dis, est-ce qu'il a vraiment cassé quelque chose sur sa voiture? La suspension n'aurait pas été obligée de partir de la ligne des puits si c'était cassé. Donc, ça me dit que tu sais, j'essaie d'y trouver des excuses, mais c'est pas évident. Le plan, on va dire que le plancher est affecté, mais quand même, tu es d'accord avec moi qu'une Red Bull avec un plancher endommagé, qui est encore capable de circuler, ne devrait pas non plus nécessairement être 20e. Oui, on perd beaucoup d'aéro, mais aurait dû trouver une façon là, de faire mieux. Oui, effectivement. On aurait au moins dû, à mon avis, se classer devant les Staxorber de Hülkenberg, la Haas de Ocon, on va se le dire, là, j'ai été très, très surpris, mais pas de la bonne façon de voir un Non, c'est ça. Tsunoda aussi loin que ça. Je me suis dit, mais là, écoute, Martin, si c'est à la régulière, il y a un problème. Il y a un Il y a problème. un Alors, sacré problème. comme je te dis, même avec des excuses que j'essaie de lui trouver, Mhm, l'histoire du plancher qui avait demandé à mhm, l'écurie de vérifier, admettons mhm. qu'on dit que c'est endommagé, pour moi, il n'y a pas de raison d'être 20e non Ouais. plus. Surtout que pendant ce temps-là, tu as Max qui se bat avec les McLaren. Là. En tout cas, qui garde les McLaren honnêtes à l'avant, ils peuvent pas faire d'erreur parce qu'ils se tiennent à 3/10 d'eux autres, puis t'as l'autre qui est dernier. Et derrière les stacks, derrière tout. Là, tu sais, en tout cas. Non, c'est vraiment le pire week-end, mais ça se voyait en essai libre dans la face à Tsunoda, ça allait pas avec son voyage. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as un gars comme Arvid Lindblad qui a gagné Mhm. en F2 au cours du week-end. Je te dis Ouais. pas que Lindblad va venir remplacer Tsunoda, là, mais c'est juste que si on a des plans d'emmener à Jor, j'espère que c'est pas dans un avenir approché. Je pense que c'est la saison prochaine, mais ça pourrait signaler là, la fin de Tsunoda. Donc, il n'est peut-être plus en audition chez Red Bull présentement. Il est en audition avec les 9 autres écuries du peloton ou les 10 autres écuries du peloton parce qu'il y a quand même Cadillac qui va rentrer l'année prochaine. Donc, pour moi, Tsunoda, je pense que c'est pas mal terminé chez Red Bull avec ce qu'on a vu. Donc, pour lui, c'est à lui de faire bien pour impressionner le reste du peloton. Avais-tu autre chose à ajouter parce qu'il me reste à peu près 10-15 secondes. Donc, si t'es d'accord avec ça, on peut faire le tour puis tout de suite se lancer dans la journée de dimanche. Ben oui, avec plaisir, Martin. Parfait. Allons-y avec probablement le dernier Grand Prix de F1 à Barcelone, Catalogne, qui avait lieu dimanche. Eh bien oui, on verra apparaître au calendrier de 2026 la destination de Madrid pour le Grand Prix d'Espagne. Donc, si on décide de retourner à Barcelone, ça sera sur un autre nom. Donc, probablement le Grand Prix de Barcelone-Catalogne ou quelque chose comme ça. On laissera les organisateurs trouver un nouveau nom à ce Grand Prix-là, mais une chose est sûre, c'est que le Grand Prix d'Espagne sera du côté de Madrid l'an prochain, mais il était toujours au bon vieux circuit qui avait été inauguré en 1991 pour cette course de dimanche. On s'en est déjà parlé un peu. Quelques surprises du fait qu'on a eu quand même un spectacle animé. C'est pas toujours garanti avec ce tracé-là, même si on a retiré
la chicane, puis on a amélioré un peu le dernier virage, virage 14, pour question que les voitures soient capables de gagner plus de vitesse, créer un plus gros point de freinage à la fin de la ligne des puits, pour essayer de donner un peu d'action. Ça a fonctionné à quelques endroits. On a vu des dépassements, on a vu des accrochages, on en a vu des plus gros à la fin. Mais c'est Oscar Piastri qui a remporté la victoire. Il s'était lancé de la pole. J'ai envie de dire un sans faute pour Piastri. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kevin? Oui, amplement d'accord avec toi, Martin, pour une septième victoire en carrière de Oscar Piastri et un deuxième tour du chapeau, donc un hat-trick pour ceux qui ne savent pas, c'est pole position, meilleur tour et victoire. Donc, bravo à Oscar Piastri. Et c'est également un huitième podium consécutif pour le jeune Piastri. Donc, il continue tranquillement, pas vite, là, de faire sa niche. Ben, il l'a déjà fait, on va se le dire, mais il continue à montrer des progrès de toutes sortes, de tout le potentiel qu'on voyait chez ce pilote-là, tout le talent brut de ce jeune Australien-là. Ben, on voit qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui ressort course après course, week-end après week-end. Donc, bravo à Oscar Piastri, une belle maîtrise de l'épreuve qui a toujours, Martin, je trouve qu'il y a toujours eu le mot à dire par rapport à ses groupes, que ce soit Norris, que ce soit Verstappen, Piastri, haussait le rythme. Il réussissait à reprendre des bonnes relances et à chaque fois, il imposait son rythme. Et c'est ça que font les bons pilotes, même, on va dire, les champions du monde, réussir à ne laisser rien face à leurs concurrents. Moi, ce que j'ai envie de te dire, Kevin, c'est que la plus grosse différence avec son entrée en F1, sa deuxième saison aussi, c'est pas le talent, c'est pas la Mhm. vitesse, c'est comment il gère ses courses. Et c'est Aussi. Ouais. ce à quoi on a assisté aujourd'hui. Et c'est une gestion d'une épreuve, comme tu l'as dit. Lorsqu'il devait peser sur l'accélérateur pour se sauver d'un adversaire, il le faisait. Lorsqu'il devait l'attendre pour le laisser rouler dans l'air sale, pour venir perturber son aérodynamisme, venir nuire à ses pneus, nuire à toute la motorisation, dégager la chaleur de sa voiture sur celle de son rival qui le suit à l'arrière. Donc, il faisait la même chose, levait un peu le pied, attendait Norris, aussitôt que ça devenait trop menaçant pour lui, il rappuyait sur l'accélérateur, puis on le voyait regagner son écart. Donc, c'est Mhm. vraiment ça, gérer une course. Donc, Oscar Piastri commence vraiment à se comporter comme un vieux de la vieille, comme un gars qui connaît le métier depuis longtemps, comme un gars qui aurait possiblement déjà un titre de champion du monde dans son sac. On dirait que c'est comme ça qu'il se comporte. Je dis pas qu'il a déjà gagné, là, c'est pas ce que je suis en train d'avancer, puis je suis en train de dire qu'on dirait qu'il a déjà fait ça, remporter un titre, parce que il n'a pas eu la meilleure des fins de semaine à Monaco. Et puis là, il Mhm. rebondit avec la performance qu'il se devait d'avoir pour continuer à espérer être consacré champion, mais continuer d'accentuer la pression sur son adversaire le plus près. Oui, il y a Max Verstappen qui est aussi un adversaire, mais son coéquipier a même son écurie Lando Norris. Il sait, il l'a un peu dans les câbles. Lando reprend un peu de confiance suite à sa performance à Monaco. Ben là, Oscar, son travail à lui, c'est de ne pas laisser Lando se sortir de l'eau trouble, de ne pas laisser Norris reprendre confiance en lui et voir que c'est possible. Il veut pas lui permettre de rêver. Il veut vraiment lui montrer tout de suite que non, c'est moi qui est en contrôle de ce championnat-là. Donc, il se devait de répondre et c'est ce qu'il a accompli au cours de la fin de semaine. C'est quelque chose de le dire, c'est quelque chose de savoir que tu dois le faire, mais de l'accomplir, c'est tout un autre département. Je pense que Lando Norris se retrouvait probablement dans la même situation que Piastri. Il se devait de montrer à Oscar que et c'est lui qui va être en contrôle du championnat, c'est lui le vétéran, il a plus d'expérience, il sait à quoi s'attendre, puis il veut montrer un peu que ça sera pas si facile que ça à Piastri. Donc c'était vraiment, les deux avaient beaucoup à prouver à un l'autre au cours du week-end, et c'est Piastri qui a remporté cette manche-là et qui reprend avantage psychologique aussi. C'est très important dans un sport comme la Formule 1. Tu le disais aussi, huitième podium consécutif, c'est un accomplissement. Chez McLaren, il rejoint Ayrton Senna puis Lewis Hamilton. C'est c'est un bel accomplissement, là. Lorsque ton nom est à côté d'un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton, d'une légende comme Ayrton Senna, dans une écurie qui a autant d'histoire comme McLaren, ça veut dire que tu fais bien les choses. Puis lorsque tu es à ta troisième saison en F1 en plus, puis que tu es déjà rendu là, c'est ça. C'est que tu fais pas juste bien les choses, mais tu les fais différemment de bien
des personnes qui ont passé là avant toi. C'est sûr que la voiture est très compétitive maintenant. Il y a eu des années dures. On est en train de vraiment revoir les bonnes années de McLaren. Lorsque on bat des records, on voit toujours que c'est par rapport à 1998. Mais 1998, ça fait longtemps de ça. C'est un bon indicateur de dire que McLaren a vraiment tourné le bateau de bord, puis on est vraiment dans la bonne direction. Donc, une belle course pour l'ensemble de l'équipe. Je trouve qu'on a bien géré les stratégies aussi. La chose, par exemple, que j'ai réalisée, c'est que on n'a pas vu, tu sais, McLaren avait l'avantage, mais on n'a pas vu McLaren à aucun moment nous donner l'impression qu'on aurait pu se sauver au cours de l'épreuve, comme on l'a vu ailleurs. On a toujours dû rester honnête, autant dans nos stratégies que dans tout ce qu'on surveillait. Il fallait vraiment être attentif aux détails parce que il y avait Red Bull qui nous chauffait le derrière. Red Bull faisait des stratégies audacieuses. On dictait la course du côté de Red Bull ou du moins du côté stratégique. On forçait McLaren à réagir ou à ne pas réagir, mais il a fallu que McLaren soit vraiment sur leur garde tout au long de l'épreuve et ça me dit que on a peut-être perdu une petite avantage qu'on avait. Est-ce que c'est par rapport aux ailerons avant? Eh bien, on pourrait faire le lien avec ça, le lien est facile, puisque la dernière fois qu'on a vu McLaren avoir autant de difficultés, soit à se sauver ou ne pas avoir nécessairement l'écart de performance nécessaire pour rejoindre la Red Bull, c'était à Émilie-Romagne. As-tu senti une différence de performance ou du moins le fait qu'on était obligé d'être un peu plus honnête parce qu'on n'avait peut-être pas ce luxe-là d'être capable de vraiment se bâtir un gros coussin puis d'être en contrôle pour le reste de l'épreuve? Ben oui, de ce que j'ai vu, Red Bull maintenait un petit peu McLaren en respect, n'étant jamais trop loin Hum. pour dire à McLaren, OK, vous pouvez faire un arrêt sans trop vous stresser, allez-y, roulez mollo. Non, 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 c'est pas comme ça. On était dans le rythme. Fallait pas faire d'erreur. McLaren ont réussi à faire des bons arrêts, des arrêts clés, et les pilotes se sont bien comportés en piste. Par contre, seulement au départ où on a vu Norris se faire avoir, encore une Oui. fois, par, par Verstappen. Mais c'est là qu'il a Euh, perdu la course, Norris. S'il avait espoir de gagner cette course-là, il l'a perdu parce que là, ça a donné le champ libre à Oscar de se sauver. Puis le temps que Lando redépasse Max, ça en était fait, là, selon moi. Que tu c'est vois ça. tu vois ça comme ça, toi aussi, il a perdu toute chance de gagner cette épreuve-là avec le mauvais départ où il a mal géré. Parce que Max avait la ligne de course, hein. En partant Mhm, derrière Oscar Piastri, il avait directement la ligne de course. mhm. La configuration est faite comme ça en Espagne. T'as vu que Lando a comme voulu aller se rabattre vers sa gauche, mais il était trop tard. Puis là, après ça, on dirait qu'il savait pas trop quoi faire, puis s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Oui, Comme on le voit effectivement. souvent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et Verstappen, très bon départ. Russell également, bon départ. Donc, les deux pilotes de la deuxième ligne, c'est ce que je disais auparavant. Martin, souvent, quand on n'est pas en première ligne, on est juste derrière. On a long avant d'arriver au premier virage. Et c'est souvent ceux-là qui peuvent en bénéficier, tout dépendant de l'impulsion du départ des deux premiers pilotes. Piastri, sans faute, parfait. Et Norris, ça a été plus compliqué. Et également, après la voiture de sécurité, Martin, à la relance, Piastri, parfait, une relance impeccable, réussi à se sauver de Norris, qui encore une fois doit se mordre les doigts à se dire il me manquait encore quelque chose. J'aurais peut-être dû être plus sur mes gardes. J'aurais peut-être dû être peut-être plus attentif par rapport à Piastri. Et là aussi, il a perdu, à mon humble avis, il a perdu la course à deux endroits, au départ et à la relance. À la relance, il a sûrement été surpris parce que Piastri a failli créer un carambolage monstre là, lorsqu'il Aussi, a appuyé sur la pédale de frein. les C'était dans freins, ouais. son droit, ouais, c'était dans son droit de le faire. Puis il voulait se créer l'écart avec la voiture de sécurité pour justement maîtriser cette relance-là. C'est un art, hein, ça, de bien savoir comment ou saisir l'opportunité, l'endroit où on va relancer l'épreuve parce que c'est la personne à l'avant, la voiture à l'avant qui a ce contrôle-là. C'est pas tout le monde qui comprend comment faire ça. Verstappen en est un expert. Hamilton, avec le temps aussi, en était devenu un. Les bons pilotes. Et là, on voit que Piastri, c'est une corde de plus qu'il a ajouté à son arc.
Il semble avoir compris comment faire ces relances-là. C'est pas toujours évident aussi lorsque tu en fais une versus un coéquipier, puisqu'il a la même voiture que toi. Donc, normalement, les réponses, les caractéristiques de la voiture versus ceux du circuit, les avantages sont aux mêmes places. Donc, c'est pas évident de vraiment venir focuser sur le bon endroit pour relancer l'épreuve et aller chercher une sorte d'avantage sur ton adversaire qui te suit à l'arrière. Donc, chapeau à Piastri, tu fais bien de le mentionner. Ça a été très bien fait. Donc, c'est probablement là aussi où il a réussi à gagner la course une deuxième fois. On parlait de Red Bull, des stratégies audacieuses. On va en venir à Leclerc qui a réussi à terminer sur le podium, troisième, très belle course de Leclerc. On l'avait dit, avait fait un compromis le samedi. Ça a été payant. Ça a été payant parce que dans la deuxième partie de l'épreuve, ben, lui, il réussissait à mettre des pneus encore flambant neufs sur sa voiture. Donc, ce petit avantage-là, j'ai l'impression que ça a payé. Quand on dit qu'un week-end de course, c'est vraiment, on a 3 journées. Des fois, la première journée peut sembler un peu inutile à certains parce que c'est juste des essais, des pratiques. Mais on voit beaucoup de choses sur ce qu'on peut se préparer, mais c'est aussi les stratégies. Lorsqu'on voit qu'on commence à conserver des pneus dans la journée de vendredi, mais aussi la journée de samedi, pour être sûr d'arriver au dimanche et d'avoir cette option-là de plus, cette liberté-là dans les stratégies, bien, on a construit un podium chez Ferrari en prenant la bonne décision. Je sais qu'il y a eu d'autres situations de course, mais quand même, faut être là pour les ramasser, ces opportunités-là, et c'est les bonnes stratégies qui nous ont donné cette possibilité-là. Du côté de Red Bull, bien, on a animé le spectacle. Verstappen, on le dit souvent, il fait le spectacle en F1, il se présente à chaque week-end pour compétitionner, pour gagner. Même, je dirais que compétitionner, pour lui, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est la victoire. Juste compétitionner pour le fun, il ferait d'autres choses, là. Red Bull a tout essayé, la stratégie des 3 arrêts, chapeau à ça. Je trouve qu'on voulait y aller d'une façon audacieuse. Verstappen aussi a bien rendu la stratégie à son écurie en faisant les temps qu'on lui demande, puis en remplissant les exigences qu'on lui demande pour être capable de donner une possibilité à ça. Il a forcé McLaren tout au long à réagir à ça, à tous les fois Verstappen. Tu sais, il y a des temps où ce qu'on pensait que c'était peut-être possible qu'il remporte cette épreuve-là. Là. Comme je te disais tantôt, il fallait vraiment que McLaren reste honnête dans ses stratégies, il reste très attentif parce que une mauvaise décision, comme à la fin, lorsqu'on a répondu très vite, Red Bull avait arrêté, tout de suite, on s'est empressé d'arrêter Norris et ensuite on a arrêté Piastri. On n'a pas fait l'erreur, là, comme on avait déjà fait auparavant, d'arrêter Piastri avant puis Norris après. On a vraiment bien contrôlé ça. Donc, chapeau à McLaren aussi pour leur réaction. Chapeau à Red Bull et à Verstappen d'avoir animé le spectacle. Ça leur a rendu ça intéressant tout au long. Et là, on arrive au vif du sujet. Le gros sujet qui va faire Mhm. discuter pendant les 2 prochaines semaines en s'en allant au Grand Prix du Canada. Eh bien, c'était à la relance. Verstappen se fait frapper par Charles Leclerc. Si vous avez vu la vue aérienne de l'hélicoptère, ben vous avez cru que c'est la faute à Verstappen. Mais lorsqu'on regarde, parce que des fois, la vue aérienne qui est fournie par l'hélicoptère nous donne un peu ça vient tromper un peu, donne des illusions optiques un peu là, lorsqu'on regarde ça de là. Mais lorsqu'on voit vraiment les autres angles de caméra, on voit que c'est Leclerc et c'est même lui qui l'a avoué. Il voulait aller chercher une aspiration des voitures à l'avant, s'est rabattu sur sa gauche, voulait aussi pousser Max dans à l'extérieur de Résidu, ouais. ouais, c'est ça, à l'extérieur de la trajectoire de course où les résidus de caoutchouc se Mhm. retrouvent sur les pneus. Lorsqu'on arrive au bout d'une grande ligne droite et on a ces résidus-là sur nos pneus, ben on n'a pas la même adhérence. Ça aurait pu aussi donner un avantage à Leclerc au freinage. Déjà que Max a été obligé d'aller en gomme dure. Ça a été, tu sais, quand on parle d'allocation de pneus qui ont été bien gérés, ben Red Bull, les 3 arrêts, c'était audacieux. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'était une voiture de sécurité en Espagne. C'est Mhm. quand même assez rare. Puis surtout à la fin de l'épreuve comme ça, on pensait qu'on était correct. Finalement, on se retrouve que faut arrêter, mais on n'a pas de train de pneus neuf. On n'a rien de qui peut être compétitif. La seule chose qu'on a, c'est un train dur. Puis on décide de les mettre sur la voiture de Max Verstappen. L'erreur, pour moi, on aurait dû laisser la voiture en piste. Mhm. Les deux McLaren Ouais. avaient choisi de rentrer. Red Bull avait l'option de rester, s'emparer de la position en piste. Puis après ça, ça aurait été à Max de la défendre ou de forcer les deux McLaren à regagner leur position. Moi, j'y aurais été pour cette stratégie-là. Toi, est-ce que je sais que c'est facile par après, mais lorsque j'ai vu qu'on arrêtait puis on mettait des gommes dures, je sais pourquoi on l'a pas simplement laissé en piste. Aurais-tu opté pour ça, toi aussi? Ben, définitivement, oui. Et quand j'ai vu Verstappen ressortir avec la bande blanche, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. J'ai Il a comme eu eu la même réaction. Lui aussi, oui, il a dit la même affaire. Pourquoi? Hein? Quoi? qu'est-ce qui s'est passé? Et là, finalement, non, mais c'est ce qui nous reste. Oh.
OK, bon, ça va pas être évident à la fin et on a tout de suite vu à la relance là, qu'est-ce qui s'est passé, les pneus qui étaient pas montés à la bonne température, gros dérapage de Verstappen à la dernière au dernier virage et Leclerc qui en a profité pour tout de suite se rapprocher, pas le dépasser par contre avant la ligne de départ d'arrivée, ça c'est très important, faut pas faire ça, c'est interdit. Donc, par la suite, il a réussi à reprendre la position. Donc, ça a été serré. Par contre, on aurait pu se faire une grosse frayeur, là, Martin. Là, à des bonnes vitesses comme ça, là, se toucher comme ça aurait pu partir à la catastrophe assez vite. Donc, heureusement, il n'y a rien arrivé dans cet incident-là. Mais par contre, par la suite, je trouve, à mon avis, que le fait d'avoir mis des pneus durs à Verstappen, c'est le prélude à tout ce qui s'en est passé par la suite. C'est là que tout a commencé à dégénérer. C'est la mauvaise situation que Red Bull a mis son pilote dedans. Je sais qu'on ne Ouais. sera pas trop sévère à l'endroit de Red Bull. Plus souvent qu'autrement, on choisit les bonnes stratégies. À aller jusque-là, on avait tout fait la bonne façon. On avait tout fait les Mhm. bonnes décisions pour mettre Max Verstappen dans les meilleures conditions possibles. À la fin, on l'a échappé complètement, mais complètement. En décidant d'aller en gomme dure, il avait aucune chance de se faire justice, ne serait-ce que sortir les coudes très, très larges. Mais même là, ça n'aurait pas fonctionné. Et on l'a vu tout de suite, là, comme tu dis, dans le virage 14 qui mène à la grande ligne droite, il était déjà tout croche. Je te dirais que 98% des pilotes l'auraient probablement échappé, la voiture. Une bonne majorité. Une bonne majorité. Parce que c'est pas mal le maximum que tu peux aller de façon latérale avec une F1 sans l'échapper puis faire des 360. Là, vraiment, c'est un dérapage contrôlé qui a fait rattrape la voiture. Là, c'est sûr que Leclerc a la ligne droite, a l'avantage. Il y a le contact. Verstappen est pas content d'être en gomme dure, pas content du contact avec Leclerc. Il pense que c'était délibéré. Ça l'était un peu lorsque tu entends ce que Charles dit. Ben, je voulais le tasser un peu. Je pense pas qu'il voulait lui rentrer dedans, mais il voulait quand Mhm. même le rabattre et voulait aussi aller chercher l'aspiration. Ensuite, où est-ce que la marmite Verstappen continue de monter en température, c'est George Russell qui arrive, qui voit l'opportunité aussi de profiter du fait que Verstappen est en gomme dure et dit, ah, ben moi aussi je vais le dépasser. Arrive à la fin de la ligne droite, place sa voiture au bon endroit pour compléter un dépassement à l'intérieur. Selon le livre de règlement, Russell est pratiquement en train de gagner le point de corde, sauf qu'au moment où ce que le point de corde est disputé, il arrive une perturbation aérodynamique qui vient de la voiture de Charles Leclerc. C'est ce qu'on voit, ça donne un coup dans le volant à George Russell. Il a perte de contrôle, il n'est plus en contrôle de sa monoplace et s'en va percuter le côté de la voiture de Max Verstappen. Donc, on se met encore dans les souliers du Néerlandais. T'es en gomme dure, t'es pas content, tu te fais frapper par Leclerc, puis à peine quelques secondes plus tard, là, c'est une autre voiture qui arrive à côté de toi qui veut te dépasser. Donc, tu es vraiment en train de voir que tu es en train de tout perdre le beau travail que tu as fait. Ton podium, il est en train de s'envoler. Et là, tu as Russell qui te frappe. Tu es obligé de prendre la voie de dégagement, comme les directives de course le demandent. Évite le contact, ben, il s'en va là-bas, court-circuite le virage, regagne sa position à cause de ça. Et là, c'est le même problème qu'on parle depuis le début de la saison. Comme la FIA ne veut plus trancher, on a toutes les technologies, on est supposé être les arbitres, mais on veut pas jouer aux arbitres. On laisse les équipes s'arranger avec leurs problèmes, juger si on doit redonner une position ou pas, si on l'a gagné de façon légale ou non. Et on doit interpréter le livre des règlements qui est pas toujours clair, autant pour les commissaires que pour les écuries. Et là, Red Bull décide d'envoyer le message de dire tu dois redonner ta position à George Russell. Donc, ça en fallait pas plus là, pour que. Tu sais, la marmite là, était vraiment sur le bord de déborder si elle débordait pas déjà. Là. Puis là, on rajoute ça. Le Max dit j'ai pas d'affaire à redonner ma position. Il avait raison. Moi, je Mhm. pense pas Ouais. qu'il avait d'affaire à redonner cette Non. position-là. Mhm. Et même, ça a été clarifié depuis par la FIA. La FIA a mentionné, je sais même pas pourquoi on a sorti un communiqué là-dessus. On dirait que c'était quasiment pour rajouter l'insulte à l'injure puis mettre la faute sur Red Bull pour leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. En même temps, ça envoie les lignes directrices pour mieux prendre les décisions la prochaine fois, mais on a dit carrément que la voiture 63 avait le droit d'être là à l'intérieur, sauf qu'il a eu perte de contrôle. Sa voiture n'était plus en contrôle lorsqu'il a
percuter la voiture du numéro 1, la voiture de Max Verstappen. Donc, pour cette raison, Verstappen avait le droit de prendre cette voie-là et d'éviter un plus gros contact et n'était pas obligé de redonner la position, que c'est pas, on n'a pas jugé du côté de la VIA qu'il l'avait gagné de façon illégale. Donc, tout ça, toute cette discussion-là, cette mauvaise évaluation stratégique de Red Bull où on met pas les bonnes gommes, puis en plus, on donne pas les bonnes indications à Max, on l'excuse pas, là. Ça veut pas dire qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait par la suite. Sauf que ça donne une situation qui est très bizarre, où ce que à la sortie du virage 4, si je me trompe pas, je vais juste, oui, c'est bien à la sortie du virage Mhm. 4, il ralentit, ce qui donne l'impression à George Russell et à tout le monde que Verstappen va la donner cette fameuse position-là, parce qu'on a le droit d'entendre, on entend des communications radio qui dit à Verstappen de laisser cette position-là. Finalement, lorsque George arrive à côté de la monoplace Red Bull au numéro 1, euh, Max, moi, c'est ma perception, semble changer d'avis, dire en bon anglais ou en mauvais anglais, là, ça commence par F puis ça finit par off, là. Et puis il décide de dire comme non, et finalement je la donne pas. Réappuie sur l'accélérateur et là, il y a contact entre les deux. Et là, cette vidéo-là, on va la voir souvent au cours des prochaines semaines, mais au cours des prochaines années aussi, parce que ça donne pas une belle image, ça donne l'impression vraiment que Max a voulu délibérément rentrer dans George Russell. Moi, j'ai l'impression qu'il a plus voulu l'empêcher de gagner la position parce qu'il y a eu des remords où il a changé d'idée, là, de dire non, non, finalement, c'est à moi ça, je la garde. Il a voulu défendre cette position-là de façon féroce et ça a fait un contact. Je suis pas dans l'idée que c'était prémédité et qu'il voulait sortir George Russell. C'est pour ça que j'y vais pas nécessairement pour un drapeau noir dans cette décision-là. Mais toi, tu l'as vu comment, cette situation-là? L'as-tu vu comme il voulait vraiment se venger ou c'est simplement un changement de décision en cours? Écoute, peut-être qu'il a voulu changer d'avis, mais moi, Martin, écoute, d'habitude, on est pas mal sur la même longueur d'onde, mais là, lorsque j'ai vu Verstappen arriver avec Russell est devant. Il prend l'extérieur et lorsqu'il arrive au virage numéro 5, Verstappen rappuie sur l'accélérateur, mais là, j'ai vu le mouvement. On a de la place à gauche. Verstappen a de la place pour tourner, là. Il y a de la place pour manœuvrer son volant, mais ferme le volant, retasse vers la droite. Moi, c'est ce que j'ai vu. Le referme, tire tout droit vers Russell et après ça, bang, collision et là, repasse en avant. Moi, c'est ce que j'ai vu. Euh, je connais, de ce que je connais du tempérament de Verstappen, écoute, c'est un pilote formidable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde sait que c'est un pilote phénoménal, Max Verstappen. Mais le tempérament, là, comme tu parlais de la marmite, là, la fumée sortait par les oreilles, là. J'imagine déjà la situation. Ça sortait par les oreilles. Et là, peut-être que c'est ce qu'on appelle un coup de sang qui est arrivé. C'est mon humble avis, là. Je suis peut-être carrément dans le chat, je suis pas dans les souliers de Max Verstappen, mais d'après moi, il voulait peut-être faire peur à Russell, peut-être genre juste lui montrer, non, 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 là c'est à moi. Mais il était trop tard. Si c'était ça, peut-être que ça en a résulté d'une mauvaise façon, mais je crois qu'il voulait prouver un point à Russell et ça a mal terminé. Ça a Mhm. mal terminé, puis ça donne pas une bonne image parce que on parle quand même d'un quadruple champion du monde. On parle d'un pilote d'expérience. On parle d'un pilote qui est là depuis longtemps, qui connaît les règlements. Michael Schumacher en a fait des coups comme ça. Ayrton Senna, les grands en ont déjà fait et parfois des plus sales. Donc, moi, je trouve que personnellement, j'ai un peu de mal avec cette manœuvre-là de Verstappen. Moi, je trouve que ça frôlait vraiment la conduite antisportive, mais comme je te dis, c'est mon humble avis. Moi, je pense que c'est les organisateurs, les commissaires ont vu le fait qu'il a ralenti à la sortie du virage 4. Parce que moi, c'est Mm. ça que j'ai jamais vu. J'ai déjà vu Michael Schumacher, il va se faire battre, il sait qu'il va perdre sa position, il veut pas la perdre, puis là, un peu en détresse, il donne un coup de volant comme il avait fait Mm. justement à Jacques. Sauf que j'ai jamais vu un pilote attendre quelqu'un sur le bord de la route pour le laisser passer, puis après lui rentrer dedans. Écoute, C'est c'est c'est- possible. c'est- Ouais, c'est- c'est ça. c'est pour ça que je suis obligé de. Ben, tu sais, je l'ai regardé, là, je pense que je suis rendu à 100 fois sur le Skypad qui avait la reprise, puis on voit les angles, puis tout ça. Puis à toutes les fois, je me dis, pourquoi l'attendre? Pourquoi ne pas simplement. Tu sais, George avait une voiture plus rapide, avait pas une voiture, mais avait les gommes plus rapides, aurait sûrement eu une bagarre ailleurs. Donc Max aurait pu juste défendre plus féroce ailleurs ou dit, je vais l'atteindre, il va venir, puis là, s'il vient à côté de moi, je vais le pousser. Mais de vraiment
ne pas réaccélérer à la sortie du virage 4 pour laisser George venir à côté, puis après ça, tout d'un coup, rappuyer sur l'accélérateur, lui donner un coup. Je sais pas, il y a comme. Je te dis pas qu'il y avait pas de frustration. Moi, c'est certain qu'il y en avait, là. Il bouillait. Est-ce que ça excuse le geste parce que Red Bull a fait des erreurs et l'a mis dans une mauvaise situation? Du tout. Du tout. Ça excuse Mhm. pas ce qu'il a fait. Mais moi, ce que je vois, c'est un changement d'avis qui a mené à une mauvaise décision, à une crampe au cerveau de dire ah là, là, je te laisse passer. Non, tu passes pas. Changement d'idée, puis là, il referme la porte, puis là, il y a le contact. Mais j'ai beaucoup de difficulté à croire qu'il s'est dit je vais l'attendre pour le sortir de l'épreuve. Je vois pas pourquoi il l'aurait attendu. Il l'aurait laissé venir à lui pour le chose. Je pense qu'il y a eu plusieurs décisions rapides dans sa tête. Finalement, c'est pas la bonne qui s'est prise à la fin, là. Puis Russell n'a rien à blâmer là-dedans parce que lorsque si quelqu'un te laisse passer ou t'as l'impression, en plus, je pense que l'écurie Mercedes lui a dit, il va t'ordonner ta position parce qu'on était à l'écoute sur les Mhm. radios. Donc, George Mhm. avait tous les raisons de croire que c'était là que ça se passait. Puis finalement, Max a décidé que c'était pas là. En tout cas, au bout de la ligne, ça excuse en rien à ce que Max y a fait. C'est juste que j'ai de la misère à adhérer à la thèse que c'était un coup délibéré ou ce qu'il voulait absolument sortir son adversaire. Oui, il était fâché. Oui, il n'a pas pris la bonne décision. C'est pour ça, j'ai l'impression que les commissaires n'ont pas donné le drapeau noir parce qu'ils n'étaient pas capables à travers les informations qu'ils ont, la télémétrie et tout, de prouver que c'était un geste délibéré pour attaquer un adversaire. Sinon, le drapeau noir aurait été applicable dans cette situation-là. J'imagine que quelque chose, un doute raisonnable quelque part dans ce qu'ils ont dans les informations, probablement le même doute que j'ai moi aussi sur cette situation-là, Mhm. qui fait en sorte que il y a eu une drôle de situation, il y a eu un malentendu, il y a eu, c'est ça, il y a eu une discorde entre ce que l'écurie lui demandait et ce que lui voulait faire. Puis finalement, c'est George qui ben, George n'a pas trop payé là-dessus parce que finalement, sa voiture a eu du dommage, mais c'était à la fin de l'épreuve, ça aurait pu lui coûter plus Mhm. cher que ça. Puis il n'y avait pas de chance nécessairement de rejoindre Leclerc, mais quand même. C'est déplorable, c'est pas des gestes qu'on veut voir, ça va donner des sujets de conversation très négatifs au cours des prochaines semaines. Mais dans cette situation-là, le karma fait bien les choses. Le plus grand perdant, c'est Max Verstappen. C'est pas Mhm. George Russell. Tu sais, des fois, on fait un geste, tu sais, c'est inacceptable, mais il y a des gens qui sont. Il aurait pu avoir des blessés, il aurait pu avoir que George finit pas la course, quand même qu'on donne une pénalité à Max, ça ramène pas les points à Mercedes, ça ramène pas les points à George. Là, la situation fait que le seul et unique perdant, c'est Max et Red Bull, parce qu'on se retrouve à 49 points du championnat, 49 points d'Oscar Piastri, à 39 points de Lando Norris. C'est des gros écarts qui se sont creusés à Ouais. cause de cette décision-là, là. Après ça, il est à un point d'obtenir une suspension d'un Grand Prix. On a failli pas l'avoir pour le Grand Prix au Canada. Ça aurait été catastrophique pour nous, là. Qu'on l'aime ou Ouais. qu'on l'aime pas, Max Verstappen, c'est une tête d'affiche, puis c'est lui qui fait le spectacle. Imagine un Grand Prix du Canada sans lui. Imagine un Grand Prix du Canada où ce qu'on met dans la Red Bull, Yuki Tsunoda, et puis on va dire que ça aurait sûrement été à job, mais Austin aussi bien pas emmener nos voitures puis les laisser en Angleterre, parce que des Ouais. Red Bulls sans Max Verstappen, on n'est pas aussi excité de les voir à Montréal sur notre beau circuit, là. Mais l'échappée de belle, mais quand même un point qui lui reste jusqu'à la fin juin, jusqu'au 27 ou 29 juin, à peu près cette date-là, où il va avoir seulement euh, trois autres points ou deux autres points. Deux Il va autres, lui ouais. en donner trois au total. Et puis les prochains qu'il va avoir sur son permis, c'est à la fin du mois d'octobre. Ça, c'est pratiquement la fin de la saison. Fait Mhm. qu'on, c'est pas une grosse, de dire là, que Verstappen va avoir à faire la saison probablement avec 3 points. Euh, le reste de la saison avec 3 points, c'est pas évident. Surtout qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que ça lui a coûté 3 points. Parce qu'on en a 12 sur notre permis, il est rendu à 11. Ouais, effectivement. Et là, Martin, Verstappen aurait pu se consolider en se disant, ben, tu sais, C'est ça. je vais peut-être finir cinquième, mais je vais récolter 10 points. Mais là, pénalité, termine dixième, il y en a seulement un. Tes plus C'est là grandes qu'il... qualités, tes plus grandes qualités peuvent être tes plus grands défauts, des fois. Ouais, Puis c'est ça. c'est ça, je trouve que c'est un bel exemple de ça, de dire que l'agressivité de Verstappen, son caractère, le fait qu'il est fonceur, c'est probablement ce qui lui a donné 4 championnats dans sa vie. Mais c'est Mhm. aussi ce qui va probablement peut-être lui en coûter un cinquième. On ne sait pas, là. C'est probablement pas juste ça. Il y a plusieurs autres facteurs, mais lui coûter un championnat cette année, c'est un couteau à double tranchant. Mais moi, pour ma part, j'aime mieux retenir un athlète que le pousser, là. Sauf que Mhm. Verstappen, je trouve que là, il a été victime de ses qualités, victime de son agressivité, de son tempérament bouillant. Et là, ça lui a coûté extrêmement cher. Puis ça n'a pas coûté cher juste à lui, ça a coûté cher aussi à Red Bull. Mais Red Bull ont leur tort là-dessus. Tu sais, c'est Mhm. dommage lorsqu'on voit un pilote bousiller le beau travail sur leur écurie, mais on a quand même mis notre pilote dans une mauvaise situation. Et je répète encore, ça excuse en rien
ce que Max a fait par après. Sauf que si on prend les bonnes décisions sur le mur des puits, ça n'arrive pas. Cette situation-là n'arrive pas, probablement. Ensuite, Leclerc, beau travail quand même, on le disait, toute la course. C'est lui qui hérite du podium, mais il a quand même eu, on l'a dit, un travail qui s'est fait à partir de la journée de samedi. Donc, 41e tour, avait mis des gommes médium flambant neuves. On avait des options. Ça fait aussi que lorsqu'on dit que ça change vite un championnat, Ferrari qui a un début de saison qu'on dit pas bon, on les a critiqués. Mhm. C'est pas ce à quoi on s'attendait, mais là, on est rendu deuxième au championnat des Mine de constructeurs. rien. Ouais, Comme de mine de rien. rien. Ouais. C'est ça. Fait que on est quand même à quasiment à 200 points des meneurs, là. Ça, c'est toute on va oublier McLaren, là. Mais quand même, on passe devant Mercedes du côté de Ferrari. C'est un bel accomplissement. Mercedes, troisième. Et puis Red Bull, ben là, on se retrouve quatrième. J'ai envie de dire que la logique est comme respectée parce que je m'attendais à voir Red Bull quatrième rendu au mois de juillet lorsqu'on va refaire la location du temps en soufflerie. Et c'est là Mhm. qu'on est de retour. C'était un peu surprenant de voir Red Bull être si près de Mercedes, être au troisième rang à quelques points d'une écurie qui est à deux pilotes, puis lorsqu'on se bat à simplement un pilote, mais ça a fait mal à Red Bull aujourd'hui et ça a donné des points, un bel avantage à Red Bull, plutôt à Ferrari. Ça fait rire. De l'autre côté, encore des abandons pour les flèches d'argent. Moteur Mercedes qui a cédé 3 en 3. Antonelli a été obligé de se ranger. Quand je dis 3 en 3, là, je compte pas Alonso aussi qui a eu un problème qui sont fournis par des moteurs Mercedes chez Aston Martin. Puis il y a aussi Lando Norris au cours de l'épreuve. Je sais pas si tu as attrapé ça, là, où on lui demandait de faire des codes sur son volant. Est-ce que c'était par rapport à un moteur qui surchauffe, un peu une problématique qu'on voit du côté des engins Mercedes? On le sait pas, là, on n'a pas l'explication. Sauf que ça montre qu'il se passe de quoi là, présentement et c'est assez inquiétant. Là. C'est quelque chose qu'on doit régler. Surtout que les grands patrons Mercedes étaient dans les paddocks là, au cours du Oui, week-end. ouais, effectivement. Et puis c'est dommage parce que Mercedes, ça a souvent été le cheval de bataille le plus solide du côté Ouais, le plus ouais, fiable. ben, le plus fiable depuis l'arrivée des V6 turbo hybrides en 2014. Donc vraiment, on doit travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus sérieusement. Puis une écurie qui a travaillé sérieusement, Martin, puis il faut le mentionner avec son pilote, c'est Nico Hülkenberg avec Sauber. Bien sûr, qui, selon moi, pilote du jour. Puis Oui. pour une première dans l'histoire de l'entreprise Daker Incorporée et du F1 Podcast, il reçoit aussi le titre du pilote Daker. Même chose pour son écurie. On a apporté des améliorations au circuit, on vous l'avait dit vendredi. Et Hülkenberg a tout fait dès le départ de l'épreuve, aller jusqu'à la fin. Il a été modeste aussi en disant, ben, la qualification, le fait que je me suis mal qualifié, ça m'a donné plus d'options que les autres sur les pneus. C'est vrai, c'est une Mhm. note que je m'étais mis, mais quand même, réussir à placer une stack Sauber, une voiture qui était bonne dernière, qui est habituée d'être là normalement, en cinquième position au fil d'arrivée. Et c'est l'image qu'on va se rappeler de ce Grand Prix-là. Bien, en plus, en plus de la collision Russell-Verstappen, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui se fait doubler par une Haas, un client Ouf. Ferrari dans la grande Ouais. ligne droite. Ouais. Ça, c'est vraiment pas drôle. Lewis Hamilton, là, il termine sixième. J'ai entouré un petit point aussi ce qui lui a coûté cher, je ne sais pas si tu as vu ça au 47e tour lorsqu'il a fait son arrêt au puits. Il a positionné, écoute, sa voiture était tellement mal positionnée pour l'arrêt Ferrari, donc ça lui a coûté du temps précieux. On le Mhm. dit souvent, là, les pilotes ont une responsabilité d'immobiliser leur monoplace au bon endroit pour Mhm. faciliter le travail des mécaniciens, et c'est ce qu'Hamilton n'a pas fait au 47e tour. Donc, si on veut peut-être mettre la faute sur Ferrari pour ce mauvais arrêt-là, il faut regarder le positionnement de la voiture du septuple champion du monde qui n'était pas adéquat là pour lui donner un bon arrêt au puits. Un voyage payant pour Racing Bulls. Racing Bulls a entrepris, là, quand on dit que ça peut changer vite, entrepris le voyage 3 de 3 en Europe, huitième au classement des constructeurs. Il se retrouve sixième à la conclusion de ces trois courses-là. Racing Bulls qui est vraiment en train de retourner sa saison de côté. Adjar termine septième. Gasly qui ramasse des points importants. C'est notre collaborateur François Goulet qui va être content de ça, puisqu'il avait pris un pari que Gasly accumulerait plus de points qu'Ocon cette saison. Fernando Alonso, qui récolte ses premiers points de la saison. Enfin. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, devant chez lui, ses partisans, probablement son dernier Grand Prix à Barcelone. Donc, bien choisi l'endroit pour sortir de cette torpeur, si on peut l'appeler. Puis, il était tout seul, là. Il était dans les souliers de Max Verstappen aujourd'hui. Ben, faut dire qu'Alonso, c'est quand même assez régulier pour lui d'avoir simplement une voiture pour se battre contre les autres. Mais Alonso, neuvième. Verstappen, dixième suite à toutes ces pénalités-là.
Lawson, 11e, qui a mené des bagarres tout au long du Grand Prix, a aussi animé le spectacle, souvent aux prises avec Oliver Burman aussi. Lawson qui semble avoir une certaine confiance. Là, on revoit le bon vieux Liam Lawson qui se bat roue contre roue. Pas toujours les meilleures décisions, mais il faut quand même se rappeler que c'est un pilote jeune. Il n'a pas le titre de recrue, mais il est tout comme. Donc, ça fait encore partie de l'apprentissage, mais il est très téméraire dans du roue contre roue. Sauf que je trouve ça plus intéressant de le voir comme ça que de le voir complètement perdu puis pas être capable de livrer de bagarre du tout. Bortoletto, meilleur résultat en carrière. Je me trompais lors du bloc de qualification. C'était pas sa meilleure qualification en carrière, mais c'était son meilleur résultat lors d'une course, 12e. Donc, il conserve la position qu'il avait réussi à gagner en qualification. Donc, on voit que dans l'ensemble, pour Stack, ça a été un bon week-end. 13e pour Tsunoda, pas l'idéal. J'ai pas envie de passer plus de temps là-dessus. On le fait pendant le premier bloc, mais c'était un week-end à oublier pour le Japonais. 14e pour Saints. On l'a dit, Williams, c'était pas facile. 15e pour Franco Colapinto. Ocon, 18e. Berman, 17e. Antonelli ne termine pas l'épreuve. Problème de fiabilité chez Mercedes pour un troisième week-end de suite. Et Alex Albon a frappé à peu près toutes les voitures sur la piste ou a eu des contacts à peu près avec tout le monde sauf Oscar Piastri. Oui. Et pour la petite statistique, Martin, tu sais que tu aimes bien ça à la fin de l'épisode. Ben, Max Verstappen, malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le quatrième pilote à avoir mené 100 Grands Prix au cours de sa carrière. Donc, il faut quand même le féliciter à ce sujet-là. Il rejoint donc les Vettel, Michael Schumacher et Lewis Hamilton à ce sujet. Et ton pilote du jour aussi, en terminant, je te l'ai pas demandé. Oui, le pilote du jour, ben écoute, difficile de passer à côté de la performance de Nico Hülkenberg, mais je te dirais que Oscar Piastri a démontré à quel point il était un pilote encore formidable aujourd'hui. Donc, moi, je vais y aller avec le cœur avec Nico Hülkenberg. Donc, tu es d'accord? C'est un parfait pour Nico Hülkenberg. C'est un parfait. Il reçoit le titre des cœurs, le titre de pilote du jour que le mien et tu lui décernes aussi. Donc, il a tout ramassé. Moi, pour vrai, là, ça en dit long, là, le pilote du jour qui a été voté par les partisans de F1, c'est Max Verstappen. Et moi aussi, je l'avais. Mais je peux pas lui donner avec ce qui est arrivé à la fin, là, Non. à la fin de l'épreuve. Mais ça dit à quel point que ça l'a dérapé suite à cette décision-là. Il s'en allait recevoir le titre du pilote qui a mieux fait au cours de la journée. Il l'a quand même reçu parce que les votes sont faits d'avance Mhm. Ouais. du côté des partisans. Sauf que ça montre à quel point ça l'a dérapé à la fin. Malheureusement, tout le monde a ses torts là-dedans pour l'écurie. Il va falloir qu'on se regarde dans le miroir. Puis, il va falloir qu'on réévalue un peu les situations, là. Jonathan Whitley les avait un peu critiqués, là. Lui qui était là avant directeur sportif et maintenant Ouais. le directeur de Sauber. Sauber qui, ironiquement, fait bien présentement, mais avait dit qu'on aurait dû remettre la position en Arabie Saoudite. Ça avait coûté une pénalité. Et puis là, tout d'un coup, ici, on dit probablement qu'il aurait c'est facile à dire après, mais probablement qu'il n'aurait pas redonné cette position-là. Donc, clairement, on voit qu'on comprend pas nécessairement le livre des règlements sur ce chapitre-là du côté de Red Bull. Donc, on devra peut-être aller poser des questions à la FIA, question de mieux le comprendre. Kevin, c'est tout le Effectivement. temps qu'on avait pour cet épisode-là. Il y Mhm. avait beaucoup de contenu, il y avait beaucoup Ben oui. d'informations à passer. Malheureusement, ce qui s'est passé avec Verstappen est venu monopoliser probablement une course qu'on aurait eu plein de belles choses à discuter, mais il fallait quand même passer ce sujet-là. On ne pouvait pas le passer sous le silence. Mais merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle dans notre version du entre-deux courses, notre formule Mhm. entre-deux courses dès vendredi. Et là, après ça, là, la prochaine fois qu'on va se parler, ben, ça va être suite au Grand Prix du Canada. Notre moment de l'année arrive bientôt. Ça sera bientôt Noël pour nous. Effectivement. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir discuter pour le Grand Prix du Canada. C'est toujours le moment préféré dans l'année. Et si les gens veulent des livres aussi, t'en as encore de disponibles, juste communiquer avec le F1 Podcast. Oui. C'est le temps de se procurer la Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Merci beaucoup, Kevin, et bonne semaine à toi. Au plaisir. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 2 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C.
Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.